Cette semaine dans Afrique, nous suivrons l'équipe de football de Maïdougouri au Nigeria qui revient jouer à domicile. À cause des attaques répétées du groupe islamiste Boko Haram, les joueurs avaient été contraints de quitter la région pendant près de 2 ans. Nous verrons ensuite comment des scientifiques au Kenya utilisent les rayures d'une espèce menacée de zèbre pour les recenser. Enfin, nous assisterons à la préparation des grands champions kenyans aux Jeux Olympiques de Rio après les récents scandales de dopage. Et d'abord, les titres de l'actualité. Le premier témoin à charge au procès fleuve de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'est exprimé mercredi devant les juges de la Cour pénale internationale. Son identité est protégée. Ce témoin a raconté comment des gendarmes ont tiré sur les partisans de l'actuel président Alassane Ouattara lors d'une marche vers les bâtiments de la télévision ivoirienne à Abidjan le 16 décembre 2010. Un des proches de Gbagbo, Charles Blé Goudé, également sur le banc des accusés, a lui assuré être innocent des crimes contre l'humanité dont il est accusé et s'est présenté comme un homme de paix sans aucune goutte de sang sur les mains. Au moins 85 personnes ont été tuées samedi dans le nord-est du Nigeria, près de Maïdougouri. Des militants présumés du groupe islamiste Boko Haram ont tiré sur la population avant de mettre le feu à leur village. Lors d'une visite officielle au Parlement européen à Strasbourg, mercredi, le président Mouhamadou Bouhari a réaffirmé son engagement à combattre Boko Haram et a remercié l'Union européenne pour son soutien. Atterrissage d'urgence d'un avion de ligne somalien mardi à Mogadiscio. Une explosion a troué le fuselage de l'appareil. Selon le pilote et l'analyse d'un expert, elle aurait été causée par une bombe. Le gouvernement somalien dément cette thèse. Président et ministre de la Défense burkinabé depuis fin décembre, Roch Marc Christian Kaboré s'est enfin lancé dans la réforme de l'armée. Un engagement qu'il avait pris avant les attentats de Ouagadougou du 15 janvier. Pour ce pays, abonné au coup d'État et majoritairement dirigé par des militaires depuis son indépendance en 1960, cette réforme sera un défi de taille. Nous avons besoin d'une armée républicaine, d'une armée apolitique et d'une armée opérationnelle. Nouvelle vie pour les mausolées de Tombouctou au nord-ouest du Mali. 3 ans après leur destruction par les djihadistes touaregs Ansar Dine, à coups de pioches, de houx et de burin, les sanctuaires ont été reconstruits à l'identique. Les édifices ont pu être restaurés grâce au savoir-faire traditionnel des maçons locaux et à la récupération de morceaux de murs. Une cérémonie de sacralisation s'est déroulée jeudi pour marquer la fin des travaux de réhabilitation. Après 2 années d'exil à cause des islamistes de Boko Haram, l'équipe de foot de Maïdougouri, les El Kanemi Warriors, espère jouer à domicile pour la prochaine saison du championnat nigérian. Les islamistes de Boko Haram les empêchent de jouer à domicile depuis 2 saisons. Mais à quelques semaines de la reprise du championnat, les El Kanemi Warriors de Maïdougouri reprennent l'entraînement dans leur ville. Ils espèrent bien affronter les clubs nigérians à domicile et prouver ainsi qu'une paix fragile est de retour. Là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de football. Le football peut faire revenir la paix dans la communauté. Par la grâce de Dieu, après 1 ou 2 matchs à l'extérieur, nous devrions revenir à Maïdougouri pour jouer. Cela rendra les gens heureux et le football aura ramené la paix dans la région. La ville de Maïdougouri, berceau de la secte islamiste Boko Haram, est ravagée depuis des années par des vagues d'attentats. Une terreur permanente qui a forcé le club à s'exiler. Mais les efforts déployés par l'armée pour contrer les insurgés de Boko Haram rassurent les joueurs. Pour l'équipe, pouvoir recevoir à domicile leur donnerait des ailes. On espère intégrer les meilleures équipes du continent. Ça fait un bout de temps que la ville est pacifiée, près de 3 ans maintenant. Les seules attaques qui ont lieu à Maïdougouri, c'est à l'extérieur de la ville, pas à l'intérieur. Même enthousiasme parmi les supporters. Une quarantaine d'irréductibles suit le club dans tous ses déplacements, risquant au passage leur vie sur les routes piégées par les islamistes. Tout le monde est heureux que notre équipe soit de retour en ville. Pendant presque 3 ans, nous n'avons pas vu notre équipe adorée. Nous étions toujours sur les routes de Kano à Katsina, toujours à faire des allers-retours. La décision du retour du championnat à Maïdougouri est désormais entre les mains de la Ligue nigériane de football. Les 19 autres clubs devront également accepter de se déplacer dans le nord-est du pays. Mais le retour du foot serait un message fort des progrès de la lutte pour reprendre le contrôle de la région
des islamistes de Boko Haram. Reconnaissable à ses grandes oreilles arrondies et à ses fines rayures, le zèbre grévy est la plus grande des 3 espèces de zèbres, mais surtout la plus menacée. Si l'on comptait environ 15 000 spécimens à la fin des années 70, on estime qu'il serait moins de 3 000 aujourd'hui. Raison pour laquelle Daniel Rubenstein, professeur en zoologie, a lancé un gigantesque recensement dans le nord du Kenya afin de déterminer le nombre exact de gréviers restant dans le pays. On essaie de comprendre combien il reste de zèbres grévis sur la planète. Et 99% d'entre eux vivent au Kenya, donc on essaie de faire le recensement au Kenya. Plutôt que de faire un camp d'une journée, nous essayons de nous organiser pour capturer des animaux le premier jour et les comparer ensuite avec les animaux de la deuxième journée, en utilisant la reconnaissance de bandes individuelles. Scientifiques, population locale et même touristes, tout le monde est appelé à aider au recensement qui s'effectue dans 45 comtés du Kenya. Le concept est simple, prendre un cliché avec un appareil photo équipé d'une puce GPS, rentrer les images dans un logiciel et ensuite le programme analyse les zébrures de l'animal qui fonctionne comme un code-barre naturel. Chaque équidé possède en effet un schéma unique. Ça correspond parce qu'il y a beaucoup d'informations caractéristiques ici qui correspondent là. Et ici sur la croupe, il y a aussi beaucoup d'informations caractéristiques avec ces rayures sinueuses qui correspondent à celles-ci. Et on a un taux de réussite assez élevé. Maintenant, on est plutôt confiant grâce à ces taux et à l'analyse visuelle de ces images que ce sont les mêmes individus. Parmi les recenseurs d'un jour, des étudiants américains. Pour certains d'entre eux, c'est la première rencontre avec des animaux sauvages. Je n'ai jamais vu un zèbre dans la nature en liberté, donc en voir un qui est menacé, c'est incroyable. Cela nous donnera une bonne idée du nombre d'animaux encore en vie et s'ils se reproduisent. Et nous avons eu la chance de voir un bébé hier, donc c'est vraiment bien. Longtemps chassé pour sa viande et sa peau, le zèbre grévy est aujourd'hui respecté par les populations locales. Si le programme de Daniel Rubenstein s'avère être un succès, il pourrait par la suite être utilisé pour tous les animaux dotés d'un pelage à motifs, un atout précieux dans la lutte pour la préservation de la biodiversité. Chaque matin, bien avant l'aube, des centaines d'athlètes kenyans s'entraînent sur les pistes d'Iten, à quelques mois des Jeux Olympiques de Rio. Fierté nationale au Kenya, l'athlétisme souffre depuis 2012 des scandales de dopage qui ont entaché sa réputation. Une trentaine de sportifs ont déjà été suspendus. Pour Abel Kirui, double champion du monde du marathon en 2009 et 2011, remporter des médailles sans se doper est avant tout une question d'honneur. Moi, je m'entraîne 2 à 3 fois par jour. Je cours sans être dopé. Si je gagne Tokyo, si je gagne les JO, je montrerai au monde et je leur prouverai que s'entraîner, c'est ce qu'il y a de mieux et pas le dopage. À quelques kilomètres de là s'entraîne David Rudisha, celui qu'on surnomme la fierté de l'Afrique. Détenteur du record mondial sur 800 mètres, ce Maasai de 27 ans revient tous les ans à Iten pour s'entraîner avec les jeunes générations. Il s'inquiète aujourd'hui des dérives liées au dopage. Ce genre de choses tue le sport. Nous le décourageons fortement. Nous disons à tous les sportifs, même aux futurs sportifs, qu'il y a un temps pour tout. Si vous avez du talent, pourquoi douter de vous ? Si vous vous entraînez dur, que vous avez le meilleur entraîneur, que vous vous entraînez dans les meilleurs endroits, vous y arriverez. David Rudisha s'entraîne depuis son plus jeune âge avec frère Colm O'Connell. En 40 ans, ce missionnaire irlandais a formé certains des plus grands champions mondiaux. Ce fut un moment décisif lorsque le sport est devenu professionnel, lorsque les gens ont compris qu'il était possible d'en vivre, de gagner de l'argent, d'aider sa famille et la communauté du village et d'avoir une vie meilleure. Le nombre d'athlètes a augmenté de manière significative en 30 ans et la compétition aussi. Un terreau fertile où les mauvaises pratiques se sont développées, menant à la suspension en décembre 2015 de plusieurs hauts dirigeants de l'athlétisme kényan, parmi lesquels l'ancien président de la fédération. La semaine prochaine, nous irons en Centrafrique où a été lancée une campagne de désarmement dans l'espoir de réconcilier les différentes communautés et restaurer la paix. À la semaine prochaine.